Merci tout le monde d'être présent pour ce tuto. La même formule que d'habitude, on a Régent, notre représentant, qui est un passionné du domaine et qui a beaucoup d'expérience également. Et encore une fois, je vais jouer un peu le rôle du client qui aurait des questions parce qu'en travaillant beaucoup en magasin, il y a souvent des questions qui se répètent. Souvent, les personnes ont les mêmes préoccupations. Donc, je vais poser ces questions-là directement à Régent durant la diapo. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Merci, Jonathan, encore une fois de l'invitation à faire ces tutoriels-là. Toujours plaisant de faire avec toi, puis ça l'aide beaucoup de gens. Donc, mon nom est Régent, je suis représentant de la compagnie Dazzle. Je suis dans le domaine de la piscine depuis 20-21 ans. J'en perds un petit peu les années, mais j'essaie de me garder un peu jeune en n'augmentant pas trop le chiffre. Le but aujourd'hui, c'est simple, ça va être de savoir comment fermer votre piscine. Il fait encore beau dehors, mais malheureusement, l'hiver s'en vient, donc il va falloir commencer à penser un petit peu à ça. Comme le monsieur qu'on voit à l'écran qui pense que c'est le temps d'écouter le football et le hockey. Malheureusement, la fermeture s'en vient. On a toujours parlé de faire ça autour de l'Action de grâce. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient de ce côté-ci. Donc, on espère, moi, Jonathan, que ça va vous donner plusieurs bons trucs, une marche à suivre là, pour pouvoir fermer votre piscine correctement. Le but de faire une bonne fermeture, évidemment, c'est toujours le même focus qu'on a à l'année par rapport à l'entretien durant la saison. On le disait, notre but est toujours de prévenir les problèmes et non d'avoir à régler des problèmes par la suite. Jonathan, je dirais que la fermeture, c'est la période la plus critique. Souvent, une piscine mal fermée, une piscine qui va avoir des bris parfois réparables, parfois irréparables. Donc, si vous voulez retenir en particulier un des tutoriels qu'on a fait durant cette saison-ci, je pense que celui-là, c'est le bon parce qu'on veut que tout le monde ait sa piscine en santé au printemps prochain et qu'on soit facilement prêt à la démarrer et à pouvoir en profiter aussitôt que la chaleur va se pointer le bout du nez. Donc, un bref survol de comment fonctionne une piscine creusée, piscine hors terre. On va couvrir un peu les deux dans cette formation-là. Le principe est un peu toujours le même. Donc, on a la pompe qui va venir aspirer à partir de l'écumoire du drain de fond. Et ensuite, généralement, le drain de fond, c'est de plus en plus rare les piscines qui n'en ont pas. Ensuite, va passer l'eau dans le filtre, dans le chauffe-eau, dans les appareils de chlorinateur de système au sel. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va apprendre à hiverniser dans le tutoriel qu'on va faire aujourd'hui de ce côté-ci. L'étape 1, avant même de commencer à hiverner la piscine, on va parler de l'eau. On a parlé beaucoup de l'eau justement durant la saison. Souvent, les gens vont me dire pourquoi je m'occuperais de l'eau, je ne me baigne plus à l'intérieur, justement pour le même principe qu'on a parlé toute l'année. Préparer l'eau parce que l'hiver, quand on ne s'occupe pas des paramètres, c'est là qu'on peut avoir des surprises au printemps. On est au Québec, donc ça gèle, il fait froid, l'eau va réagir un peu différemment. Un eau pas balancée en hiver peut emmener des bris sur la toile qu'on peut par la suite ne pas être capable de réparer, qu'il faut changer une toile. Donc, encore là, c'est un petit investissement de temps et un peu d'argent pour éviter des gros problèmes qu'on va avoir au printemps. Donc, on commence avec la préparation de l'eau. Ce qu'on va vérifier justement, c'est notre balancement. La même chose, on parlait brièvement du pH alcalinité-dureté. Pour ceux qui ont des métaux, du tartre dans leur coin, on va s'assurer que ça ne colle pas durant l'hiver et qu'au printemps, on n'a pas de croûte ou de mauvaises surprises sur la toile. On va évidemment s'occuper de tout ce qui est déchets, matières organiques, contrôle des algues, parce que notre but, c'est que vous ayez la plus grande facilité au printemps à réouvrir votre piscine. Souvent, je dis qu'un travail mal fait à l'automne doit se faire en triple au printemps. C'est un petit peu ça qu'on veut vous épargner là, à travers cette section-là. On parle beaucoup de tester l'eau avant la fermeture. Tu en as parlé en général que oui, c'est vraiment pour notre investissement, c'est pour le printemps. Ce n'est pas une option. Il faut vraiment bien hiverner sa piscine et la balancer comme du monde. C'est bien ça? C'est essentiel, oui. C'est un peu comme faire son stop ou pas quand on conduit. C'est essentiel de le faire. Il y a des gens qui ne vont pas le faire, mais des fois, on peut se ramasser avec des mauvaises surprises. Le problème le plus commun qu'on a suite à un mauvais balancement, c'est la fameuse toile qui est rendue en mai, rendue en juin, à l'air d'une peau de crocodile, qui est toute rugueuse, qui est plissée, qu'il faut changer. Ça va être créé majoritairement, 95% par une mauvaise chimie de l'eau en hiver. Donc, c'est en partie pour ça qu'on veut faire ça. Et les gens qui ont des piscines plus particulières en béton, des choses comme ça, on ne veut pas d'effritement de béton durant l'hiver non plus. Donc, oui, c'est essentiel. Ce n'est pas obligatoire. Personne ne va vous arrêter si vous ne le faites pas, mais on peut courir un petit peu après les problèmes de ce côté-là. Donc, la bonne façon, on prend une analyse d'eau, la même chose que durant la saison. Idéalement, on amène 1 litre d'eau qu'on prend à la hauteur du coude dans l'eau. Je le sais, l'eau va être froide. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu plus agréable qu'en été, mais on veut aller plonger à une bonne profondeur, loin des retours d'eau pour avoir vraiment la meilleure analyse d'eau possible avant de justement s'occuper de notre balancement d'eau. On va balancer un petit peu différemment en hiver parce que l'eau froide va agir de façon beaucoup plus corrosive que l'eau chaude que vous avez en été. Donc, on parlait de maintenir un pH autour de 7,6 à 7,8. Alcalinité, dureté, les mêmes taux qu'on avait durant l'été.
On s'assure de ne pas avoir de métaux parce que ça peut précipiter, coller, tacher durant l'hiver. Souvent, on ne s'y méfie pas. Par la suite, qu'on va faire ça, notre eau va être correcte. Donc, prenez votre test d'eau, allez voir votre piscinier. Il va falloir bien vous conseiller de cette façon-là. Il y a un gros débat à chaque année. Là, cette diapo-là le représente parce que là, on dit, bon, si je veux ça le plus simple possible, je teste mon eau et je mets les produits et après ça, je flush. Par contre, ben, là, je perds des produits, je gaspille de l'argent. Sinon, l'autre méthode, c'est de dire on baisse l'eau et après ça, on met les produits pour sauver sur les produits. Toi, Régent, tu veux-tu approfondir notre réflexion? C'est quoi tu fais, toi, personnellement, chez vous? Il n'y a pas de réponse parfaite et fixe. Ça peut dépendre parfois selon les municipalités. Si on prend certaines municipalités qu'on n'a pas le droit de déverser un haut taux de chlore, on n'a pas le choix dans un cas comme ça de baisser notre niveau d'eau avant et de mettre les produits ensuite. Il y a certains produits qu'il faut absolument qu'ils passent par le système de filtration. Donc, dans le cas inverse, eux, si on essaye de les faire quand l'eau est baissée, le système de filtration ne fonctionnera pas. Donc, on n'a pas le choix de les faire fonctionner. Au niveau du balancement, quand on parle du pH, de l'alcalinité et de la dureté, ça peut très, très bien se faire quand l'eau est baissée, calculer la dose en fonction du niveau d'eau qui nous reste. Par contre, on n'utilise pas le dosage de la piscine quand elle est pleine, évidemment, et faire circuler par le drain de fond. Donc, c'est vraiment d'y aller selon le jugement. Est-ce que le produit doit utiliser le filtre? Si la réponse est oui, ben, on le fait avant de baisser l'eau. Si la municipalité nous donne des restrictions, on s'en occupe. Donc, il n'y a rien de parfait. Ce n'est pas une science qui est exacte. C'est sûr que personne n'aime jeter de l'argent par les fenêtres, donc mettre des produits dans de l'eau avant de les flusher. Mais des fois, on n'a pas le choix pour la faire fonctionner. Donc, il n'y a pas vraiment de ligne dure là, au niveau de ce procédé-là. Ça servait du GBS qu'on appelle le gros bon sens. Ce qui est sûr et certain, c'est que si on met un produit qui a un haut taux de niveau de chlore, on le met dans la piscine qui est pleine, dans l'écumoire, on s'assure qu'il n'y aura pas de tache qui va se déposer sur la toile. Exactement. Donc, on veut être sécuritaire, on veut que ça soit efficace et on ne veut pas gaspiller. C'est un peu les trois, les trois règles là, qu'on a à respecter de ce côté ici. On n'a pas tout le temps ce produit-là dans les kits de fermeture. Donc, est-ce qu'on le met tout le temps ou plutôt en situation particulière? Le Prep Cleanse, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient carrément purifier l'eau. On parlait justement des métaux, des phosphates et compagnie. Souvent, on va mettre le Prep Cleanse quand l'eau est baissée. Et on va le faire dedans, on va le brasser. Ce qu'il va faire justement, c'est qu'il va précipiter dans le fond. Il va aller chercher toutes les choses qu'on ne veut pas qui restent dans l'eau, qui tâchent, qui soient nuisibles ou quoi que ce soit. Et quand on utilise ce genre de produit-là, c'est important au printemps, la première des choses qu'on va faire. Aussitôt qu'on a assez d'eau, on va passer une balayeuse à drain et on va sortir la croûte parce que justement, il va tout précipiter à l'intérieur. C'est une des façons de commencer notre saison avec une piscine qui est beaucoup plus facile à démarrer. Donc, on l'utilise soit en fermeture, soit en démarrage. Ce n'est pas un produit qu'on utilise durant la saison. Si on veut l'utiliser en système de filtration, donc pour sortir les choses, toujours l'utiliser 48 heures avant, donc avoir le temps que le filtreur puisse ramasser les métaux, ramasser les phosphates et ensuite les backwasher avant de la fin de la saison. Ces produits-là, séquestrants, détartrants, on entend beaucoup parler dans les spas parce qu'on a un chauffe-eau, c'est de l'eau chaude, donc on a beaucoup de tartes à combattre. Une piscine, on parle plutôt d'une eau froide. Est-ce que tu recommandes, ce produit-là existe pour une raison dans les piscines, Mm-hmm. et est-ce qu'on devrait tout le temps en mettre ou c'est plus dans certaines situations, dépendamment de la source d'eau qu'on a? Dans une piscine où on n'a pas de problème, en cela on parle dans saison, où on n'a aucun problème de dureté trop haute, où on n'a pas de problème de métaux, où on n'est pas au sel, donc on est dans un environnement qui est douce, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'utiliser en saison parce que la piscine va quand même se circuler, se filtrer et ne créera pas de problème de taches, de tartre. Dans le cas d'une piscine au sel, évidemment, dans un environnement qui est un peu plus entartrant, donc c'est pour ça qu'on va utiliser le primer à chaque mois en saison. Par contre, lorsqu'on parle de la fermeture, il ne faut pas oublier que c'est une eau qui est stagnante, qui va être là quand même. Des fois, on parle d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On oublie que pendant 6 à 7 mois, ce qui est quand même la moitié de l'année, la piscine est là, elle essaie elle-même. Donc, c'est pour ça que si on a un risque minime de tarte de tâche, on va le recommander fortement dans une piscine traditionnelle et on va le recommander en tout temps dans une piscine au sel pour éviter de commencer au printemps avec des croûtes qui sont difficiles à faire partir de ce côté-ci. Un coup qu'on a balancé, qu'on a traité les métaux, qu'on a traité les impuretés, on va y aller avec l'oxydation. Donc, un bon traitement choc de fin de saison. On est en eau froide pendant un bout de temps. Le bon côté, c'est que si on ferme la piscine le plus tard possible, ce qui est toujours le meilleur conseil qu'on peut se donner, si on fait un bon traitement, notre eau va être tellement froide qu'on va la retrouver pratiquement dans le même état au printemps. Donc, c'est pour ça qu'on va choquer avec différents produits, donc les oxygènes, les ultrachocs, les premium shocks, MS+,
Le but est de détruire tout ce qui est matière organique et essayer de laisser justement de l'eau dans la piscine à la fermeture. Ben justement, là, on voit, bon, on a un problème durant la saison, on choque, on ouvre la piscine, on choque, on ferme la piscine, on choque. Et là, ben, je me ramasse avec plusieurs types de traitements à choc. Juste ici, à l'écran, on en a 4. Y a-t-il un complot, là? Est-ce qu'on fait juste changer l'étiquette, là, puis on en met un pour l'ouverture, puis l'autre pour la saison? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la composition, dans le sachet? Y a-t-il vraiment une différence dans ces différents produits-là? Ben, en fait, dans nos traitements choc à nous, si on regarde justement dans ceux qu'on a à l'écran, le Amaze Plus, l'Ultra Choc, l'Oxygène, si on a une piscine au sel, on va prendre le Premium Choc qui est fait pour aller avec. Si on a une piscine un petit peu plus verte, on peut utiliser l'Ultra Choc qui a beaucoup plus de chlore, donc qui va être plus facile pour détruire les algues. Et si on ferme en piscine claire, Oxygène, Amaze Plus, qui sont des traitements choc, bon oxygène actif, très peu de chlore qui n'iront pas causer aucun dommage. Donc, on a plusieurs composantes dans ces bouteilles, dans ces sachets-là, mais la proportion va différer dépendamment si on a un traitement choc qu'on a besoin dans le début ou un milieu de saison. Exactement. Ou des fois, les composantes aussi vont changer. Si on prend le Premium Shock, l'Ultra Shock, la Maze Plus, j'ai une composante différente dans chaque sac. Donc, c'est vraiment d'y aller selon les besoins qu'on a. Tout simplement. On vous donne des options justement pour travailler le plus efficacement possible. Un coup qu'on a choqué, même principe, on veut éviter les algues, on peut y aller avec 2 types. Si on a déjà des algues visibles dans la piscine, je recommande fortement le 60, qui est le destructeur. Si on n'a pas d'algues visibles dans la piscine, on peut y aller avec le 50. Et si on n'a pas d'algues visibles dans la piscine, on peut quand même y aller avec le 60. Donc, la seule chose qu'il faut éviter, c'est de mettre un lèche-cils préventif si on a déjà des algues. On ne veut pas prévenir le problème est déjà là. Donc, on veut le détruire, on va y aller avec un lèche-cils 60 en fin de saison afin de s'assurer que ça soit simple au printemps, encore une fois. Mais moi, Régent, là, j'ai passé mon été à traiter ma piscine avec le Minéralux. Et ça l'a tellement bien été que du poison à algues, là, j'en ai pas mis, j'en ai pas eu de besoin. Est-ce que j'en ai besoin pour fermer ma piscine? Tu en as besoin, oui, parce que malheureusement, le Minéralux, dans une eau qui est stagnante, qui n'a pas de circulation, qui n'a pas de filtration, il ne pourra pas aller s'attacher aux déchets pour les filtrer parce que la filtration est fermée. Donc, je suis fier de toi. Tu as commencé à utiliser ta piscine avec des produits de plus en plus naturels. Malheureusement, la fermeture, il n'y a pas encore de technologies 100% naturelles qui sont là. Pour ça, on pourrait traiter avec des enzymes, mais encore là, en eau froide, c'est moins efficace. Bien, je tiens à préciser que votre algicide, il y en a plusieurs sortes parce que souvent, de la 60, tout le monde vend de l'algicide 60. Dans celle-là, par contre, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de cuivre. Non, exactement. En fait, on n'aura aucun métaux lourd dans nos produits. Contrôle des algues additionnelles. Si vous avez des hauts taux de phosphate, toujours traiter les phosphates avant la fin de la saison aussi pour éviter que ça soit plus difficile au printemps. Phosphate, 2 façons de le traiter, soit le Phosphlense Plus avec la pompe qui fonctionne traditionnelle comme en saison. Ça demande quand même un peu de planification parce qu'il faut le faire 48 heures avant la fermeture. Sinon, on a le produit qu'on a parlé tantôt qui est le Prep Cleanse qui va tout simplement les déposer dans le fond et qu'on va les balayer par la suite au printemps. Mettons que je suis un peu malcommode, j'ai plein de phosphate puis je les laisse là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire des algues beaucoup, ça va prendre beaucoup d'algicide puis beaucoup de chlore au printemps. Donc, l'économie que tu as été chercher à l'automne, tu vas le payer en triple au printemps. En résumé, on commence par l'analyse d'eau, on va voir son détaillant, on balance ces choses, on traite selon nos besoins, les phosphates, les métaux, on s'assure un bon traitement en choc, on s'assure de traiter les algues et par la suite, un coup que ça c'est fait, notre eau est prête. On peut maintenant commencer à préparer la piscine, les équipements et protéger physiquement toutes les pièces là, qu'on va trouver dans une piscine. Là, on est rendu à diapo 15 déjà, ça avance vite. Et là, je représente beaucoup de clients qu'on a vus cet été. Bon, j'ai acheté une maison, ça venait avec une piscine, ou plutôt un marais, hein. La personne qui vendait sa maison s'en est pas vraiment occupée. Classique. Et ben moi, j'ai pas plus eu le temps, je connaissais pas ça. Donc, j'ai laissé mon marais continuer à fleurir. Bon, je ne prends pas le contrôle, moi, avant de l'hiverner. Je fais juste baisser le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un peu de pelletage par en avant. Donc, on a 2 choix. Soit on décide de passer quelques jours d'effort là pour moins travailler au printemps, ou encore une fois, on va travailler fort au printemps. Ton marais que tu vois en ce moment ben, va faire un plus gros marais. Donc, ça se peut qu'on ait du brossage, du balayage, de l'algicide, des traitements en choc, 1, 2, 3, 4 fois. Tout se ramène. On m'a déjà amené une piscine qui n'a pas fonctionné depuis 3 ans en me disant est-ce que je devrais vider les 140 000 litres d'eau? Puis je suis sur le compteur, fait que ça fait un petit peu plus compliqué de remplir. Je lui dis non, on va se donner 2 semaines pour le faire. On s'est donné 2 semaines, on l'a fait, mais c'est la persévérance. Donc, on frotte, on balaye, on choque, on chlore, on algicide, vérifie notre pH, mais tout se fait. Donc, on a le choix de pelleter ou pas.
Donc, fermé propre, on a préparé notre eau. Par la suite, ce qu'on va voir un petit peu là, dans les modules qui s'en viennent, donc comment baisser le niveau d'eau, retirer, ranger les pièces, protéger tout ce qui reste en place contre le gel. Les couvertures hivernales, on a une petite vidéo de comment en installer une pour ceux que ça l'intéressait. Et quand on va avoir fini tout ça, il va juste nous rester à passer un bel hiver et attendre le printemps. Donc, attaquons un peu cette portion-là. La première étape, c'est toujours de retirer les débris. On ne veut pas laisser un paquet de feuilles. Tu parlais de ton marécage tantôt, puis je te disais qu'elle allait juste s'amplifier. C'est la même chose. Si vous ne retirez pas vos feuilles, vos branches et compagnie de votre piscine, ils vont commencer à se décomposer, se désagréger pour avoir un beau fond de chemou au printemps qui va être super le fun à enlever. Et en même temps, les feuilles vont créer des phosphates parce que tout ce qui est plante, arbre ou quoi que ce soit en a. Donc, on va encore une fois juste pelleter des problèmes. Donc, on retire les débris, on passe l'aspirateur à drain si on en a énormément, on passe la prise, on ramasse tout ça avant de procéder un petit peu plus loin dans la fermeture. Et le but, c'est pas de travailler en double. Donc, je prends la peine de mettre un traitement à choc à un haut niveau de chlore pour former ma piscine, mais si je laisse mes feuilles à la surface, ils vont toutes manger mon chlore, j'ai tout fait ça pour rien. Exactement. Le chlore, en effet, aussitôt qu'il voit quelque chose qui n'est pas de l'eau, ça tire dedans. Donc, si vous laissez vos feuilles, ça va prendre plus de chlore pour avoir le même résultat. Donc, étape très importante. Par la suite, on va faire mes propres. Donc, profitons-en, nettoyez vos paniers d'écumoire, vos paniers de pompe, nettoyez un peu tout ce que vous voyez, la toile, tout ce qu'on voit, on le nettoie et ça va être plus simple au printemps, encore une fois, de ce côté-ci. Donc, paniers d'écumoire, on les retire, on les nettoie, on les range, paniers de pompe, on retire, on nettoie et on remet dans la pompe. Je dis toujours que moins quelque chose qui traîne, moins qu'il y a de chances qu'on en jette durant l'hiver ou au printemps en faisant le ménage et ça ne coûte pas de pièces de remplacement. Nettoyer son filtre, je vois ça, le Fighter Cleanse. Bon, on a plusieurs versions. Il y en a qui disent, moi, je préfère le nettoyer en début de saison, quand je starte au printemps. Il y en a d'autres qui disent, moi, je fais ça à l'automne. Ou carrément, il y en a qui disent, moi, je ne fais jamais ça, je fais des backwash. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Régent, de tout ça? Vous l'avez bourré de saleté durant tout l'été. Ça va juste se durcir, se qualifier, ça va être dur à nettoyer. Vous venez de finir votre saison, tout est fait, nettoyez votre filtre qui va être propre pour le printemps. Puis si vous ne le nettoyez jamais, c'est comme si vous mangez dans des assiettes que vous ne nettoyez jamais. C'est pas mieux. Donc, à ceux qui disent je ne nettoie jamais mon filtre, l'assiette que tu ne nettoies pas, à un moment donné, tu vas être obligé de la changer très rapidement parce que tu ne l'entretiens pas. C'est le même principe, il va falloir changer le sable ou la cartouche très rapidement et ce n'est pas des choses qu'on veut. Donc, on a toujours avantage à faire un bon nettoyage une fois par saison, minimum, dépendamment. Dans mon cas, entouré de champs, c'est 2 fois par saison parce que je suis en environnement style. Généralement, l'automne va faire le travail. Si on a un filtre au sable, on va utiliser normalement le Rapid Action Filter Cleanse, qui est un liquide. Et si on a un filtre à cartouche, je vous suggère fortement le vaporisateur de Jack's Magic qui va vous sauver beaucoup de tracas. On va voir un petit peu comment les utiliser d'ailleurs, un après l'autre. Ici, on voit le produit en liquide, donc la façon la plus facile de le faire fonctionner. On ouvre le couvercle de la pompe, on enlève l'eau. Vous pouvez rentrer la bouteille d'eau, la bouteille du produit 3-4 fois dedans pour faire splasher l'eau, faire de la place. On met le produit à l'intérieur, on referme ça, on part la pompe pendant 5 secondes environ. Vous allez voir le liquide s'enlever dans le filtre. Un coup qui est rendu, on arrête tout ça, on le laisse dormir et le lendemain, on va faire un backwash. Donc, évidemment, on va essayer de faire ça minimum la veille avant de finaliser notre fermeture. Donc, c'est un processus généralement qui va prendre 2 journées, pas 2 journées complètes, loin de là, parce qu'une piscine hors terre, on peut parler de faire ça en une demi-heure, mais qu'il y a quand même des étapes, donc qui va prendre un petit peu plus de temps de ce côté-ci. Toujours faire un backwash après avoir laissé dormir le produit. Et pour ceux qui ont un filtre en cartouche papier, le vaporisateur Jack's Magic, on rince avec le bois d'arrosage, on vaporise le produit, on attend 5 minutes, on rince et le travail est fait. Donc, c'est les deux façons les plus communes de nettoyer les filtres à la fin de la saison. Couverture, toile solaire, durant l'été, pour ceux qui avaient une toile solaire, idéalement, on ne l'arrange pas tout sale, tout pleine de bactéries, tout pleine de saleté directement dans le cabanon ou encore pire dans la maison parce que vous allez trouver que ça va sentir durant l'hiver. On va utiliser généralement le produit Cover Cleanse. C'est une façon simple de le faire. On peut prendre une grosse chaudière, une grosse tub si on en a une, on met l'eau, le produit dedans et on passe la toile dedans, comme à l'ancien temps quand on nettoyait notre linge là, dans le bain quasiment. Ou on peut tout simplement, comme on voit sur la photo, l'étendre, mettre un peu de produit dessus, le balayer. Cover Cleanse, c'est un produit qui est fait à base d'huile de théier, qui est un produit naturel qui va enlever les bactéries, qui va lui redonner une bonne odeur. Donc, au niveau du rangement, ça va bien se faire et on va pouvoir le conserver plus longtemps de cette façon-là.
Retirer les cernes d'eau, encore une fois, on va baisser notre niveau d'eau, donc c'est le temps de frotter le fameux cernes d'eau qu'on a si on n'utilise pas déjà des produits durant la saison qui les empêchent. Et aussi, tout ce qui a pu coller durant la saison avec les changements de niveau d'eau. Donc, on peut prendre le Pull and Patio Cleanse ou le Clean and Perfect que tu affectionnes beaucoup aussi de ce côté-là. C'est le temps de faire le bon nettoyage, donc simplement y aller avec ça. Et pour les gens qui ont une piscine au sel, tant qu'on est dans le nettoyage, même principe que la vaisselle qu'on parlait, la cellule au sel, on nettoie ça, pas ça au printemps. Si vous nettoyez ça au printemps, vous allez dire au calcaire, tu as 6 mois pour te redurcir pour que ça soit encore plus difficile à nettoyer. Donc, c'est un peu le même procédé. On va faire tremper un produit à l'intérieur. On va prendre idéalement le Pristiva Salt Cell Cleaner, qui est le seul nettoyant qui n'a aucune chance d'abîmer la cellule si on l'oublie dedans. Pour quelqu'un qui est un peu distrait comme moi, c'est un bon avantage de ce côté-ci. Donc, on met le produit, ça va bouillonner pendant 15-20 minutes. Quand il n'y a plus de bouillonnement qui se fait, ça veut dire que tout le tartre, tout le calcaire a été dissous et on peut le rincer par la suite. Deux façons pour les. Ça, c'est une preuve que le tartre existe. Ce n'est pas une photo truquée, malheureusement. C'est la photo de cellule d'un consommateur qui ne la nettoyait pas, qui laissait sa vaisselle sur le comptoir. Je vous annonce que cette cellule-là ne fonctionne plus en ce moment. Donc, on met le produit dedans. Dans son cas, à lui, on a fait 2-3 trempages là, parce qu'il y avait un petit peu beaucoup de tarte de calcaire enlevé, mais ça se fait très bien de ce côté-ci. Il y On n'a en pas a besoin de qui. frotter, on fait juste mettre le produit, il s'agit, puis après ça, on rince. Là. Exactement, en plein ça. C'est juste que là, dans le cas de la cellule-là, il a fallu mettre plus qu'une dose du produit parce qu'il y en avait un peu enlevé. Pour la plupart des autres modèles de cellules, qui sont les cellules verticales, il se vend un petit socle. Donc, on visse la cellule sur le socle, on met le produit par le dessus. Le socle agit comme un bouchon sur le dessous. Vous allez avoir l'effet qui va se faire et par la suite, on défait ça, on rince et on est prêt pour le printemps. Très pratique, en effet. Puis, est-ce qu'on fait ça juste quand on ferme sa piscine ou ça peut arriver que je nettoie ma cellule même 1 ou 2 fois durant la saison? Au Québec, si on est sur le système Pristiva, je ne connais pas de conditions d'eau assez exécrables pour avoir besoin de le faire. Par contre, quelqu'un qui ne balance pas ses paramètres, qui n'utilise pas un bon système d'entretien pour les piscines au sel, peut avoir 2 à 3 nettoyages à faire durant la saison selon ses paramètres d'eau. Si on prend une ville où est-ce que l'eau qui est dans le robinet a une dureté de 400-500, bien évidemment, on peut avoir plus de nettoyage à faire parce que la dureté va entartrer la cellule, mais sur un bon programme d'entretien, 1 fois par saison, c'est plus que suffisant. En récapitulatif, je vais finir par ce mot-là, retirer les feuilles, bien brosser, bien nettoyer nos paniers. En fait, c'est de faire le grand ménage de la piscine, comme on fait avec la maison, avant de la fermer, que toile solaire, les cellules, les compagnies au sel, on nettoie ça et on les remise. Par la suite, un coup qu'on a fait tout ce qu'on avait besoin du filtre fonctionnel, on va commencer à baisser le niveau d'eau. Dans le cas d'une piscine hors terre, on parle de 18 pouces sous le cadre de l'écumoire. Donc, si ça ici, c'est mon cadre d'écumoire, c'est mon écumoire, ben c'est 18 pouces plus bas que ça ici. Pas 18 pouces plus bas qu'en haut parce que vous allez trouver qu'il va rester beaucoup d'eau. Dans le cas d'une piscine creusée, souvent on parle de l'équivalent de la dernière marche ou 3-4 pouces sous l'écumoire. Ça va nous donner à peu près ça. Petite précision, on ne baisse jamais un niveau d'eau de piscine à backwash. Vous avez tous une belle potion qui s'appelle Drain, Waste ou Égout sur votre filtre. C'est celle-là qu'on utilise. Si vous passez votre eau à backwash pendant 3, 4, 5, 6 heures à chaque saison, vous allez user votre sable et vous allez vous retrouver dans la fâcheuse position de le changer. Le jour où vous allez le changer, vous allez comprendre pourquoi cette phrase-là, ce n'est pas le travail le plus fun à faire. Et que non. Mais moi, je suis un gros malcommode, là, puis ça ne me tente pas de baisser mon niveau d'eau. Ou au contraire, je la flush carrément ma piscine. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux situations-là? Ben, si tu la flush complètement, ben, tu peux tout de suite acheter une piscine pour l'année prochaine avant les augmentations parce que probablement que ta piscine va être brisée. En fait, une piscine qui est vide, c'est surtout une piscine hors terre, c'est une piscine qui est molle. Un coup de vent pogne dedans, la tôle s'en va, puis il n'y a plus de piscine. Donc ça, c'est si t'es mieux d'être un gros malcommode, t'es mieux de la laisser pleine Ah, que de c'est la moins vider pire. complètement. C'est moins pire, mais c'est pas bon non plus. Parce que si tu la laisses pleine, bien évidemment, ça va geler au niveau des écumoires, au niveau des retours d'eau. Tu vas avoir des bris au niveau des pièces. Et si tu es encore plus malchanceux que ça, ben, l'eau va s'infiltrer, va faire un paquet d'affaires et ça va peut-être aussi aller t'acheter une piscine encore au printemps. Donc, baisser le niveau d'eau, c'est pas négociable. Il faut le faire. Quand on donne 18 pouces sur l'écumoire d'une piscine hors terre, c'est prévu pour les pluies normales au Québec. Si on a un automne où ce qui mouille 3 fois plus que les autres, puis qu'avant que ça gèle, votre niveau d'eau est revenu où ce qui était,
ben, soit on rebranche la pompe ou on prend une pompe submersible, ou on emprunte celle du voisin, du beau-frère, peu importe, et on rebaisse un peu d'eau de ce côté-ci. Donc, c'est de rester à l'affût. Si on a un gros automne pluvieux, comme tu dis, ça revient trop près de l'écumoire, je peux la redescendre à 18 pouces. Oui, exactement. Je me rappelle pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, mais on avait eu pas mal de pluie. En effet, j'avais branché ma pompe là, pour. Rendu là, si on est à la fin, juste avant que ça gèle, on n'est pas obligé de la redescendre de 18 pouces, parce qu'évidemment, le 18 pouces, ça nous donne un padding. On peut remettre un 8-10 pouces en bas de l'écumoire, il n'y a pas de problème, mais laissez pas ça geler au niveau de l'écumoire. C'est la pièce d'information la plus importante à retirer de cette slide-là. Par la suite, on voit un sac à l'écran. Le sac, c'est bien. Si on le note en gros, ne pas jeter au printemps, parce que beaucoup de gens font le ménage de cabanon au printemps et la quantité de gens que j'ai vu passer au magasin dire j'ai besoin d'un bouchon de ci, de ça, de ça, de ça, de ça, ils ne peuvent pas tout être brisés. Non, je les ai jetés. On ne veut pas que ça vous arrive. Donc, 2 choix. Si vous n'avez que des petites pièces, ce que je vous suggère fortement, c'est de les ranger dans votre pompe. C'est rare les gens qui jettent le pompe de piscine dans le ménage du printemps, donc les pièces devraient rester. Sinon, on fait comme là et on se prend un sac bien étiqueté, s'assurer de ne pas le jeter et on communique à notre conjoint, notre conjointe qu'il y a un sac à ne pas jeter au printemps. L'œil, les retours d'eau, si vous avez une hors-terre, si vous en avez une, si vous en avez une creusée, si vous en avez 2, 4 ou peu importe le nombre de choses. Ce qui est bien important, c'est quand on retire le petit œil, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 pièces à l'intérieur. Souvent, les gens vont juste dévisser la bague, là, ils vont laisser le gros socle sortir, dépasser de la piscine, ce qui est dangereux que le bloc de glace se prenne dedans et fasse un ravage avec le mur. Donc, on dévisse ça. Si vous avez besoin de petites pinces ou quoi que ce soit pour retirer l'autre pièce, on la retire par la suite. Et ces pièces-là se mettent super bien dans le panier de la pompe. Elles ne sont pas très grosses, donc j'aime bien les mettre là. Les sécuriser, il n'y a pas de danger de les perdre de cette façon-là. Donc, protéger les dommages du gel, les retours d'eau, dans le cas d'une piscine hors terre, c'est super simple. Il faut juste s'assurer que vous avez souvent une petite valve après votre retour d'eau. Assurez-vous que cette valve-là reste ouverte durant l'hiver. Pour 2 raisons. Un, si elle est fermée, c'est sûr qu'il va y avoir de l'eau qui va rentrer dedans, ça va geler, elle va péter, il faut la changer au printemps. Et 2, si jamais il mouille trop, il neige trop durant l'hiver ou quoi que ce soit, ben, l'excédent d'eau va sortir haut dans votre piscine au niveau du retour d'eau. Tout simplement, ça va s'égoutter et ça va s'éviter que la piscine déborde, gèle et qu'il arrive des problèmes de ce côté-ci. Dans le cas d'une piscine creusée, c'est important de vider les lignes des retours d'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des tuyaux qui sont presque à la hauteur du sol au niveau de l'installation. Donc, s'il reste beaucoup d'eau à l'intérieur de ça, c'est officiel, ça va geler. Et je vous souhaite que ce n'est pas en dessous du béton parce que ça ne devient pas des réparations qui sont le fun à faire. Donc, une bonne façon de s'assurer de sécuriser les lignes dans une piscine creusée, on prend un shop-vac qui pousse et qui l'aspire pour faire la fermeture de la piscine creusée. On part de nos lignes à partir du cabanon, on souffle vers les retours d'eau dans la piscine. Ce qu'on va faire, si on en a 3, c'est qu'on va en boucher 2. On va laisser un ouvert, on va souffler cette ligne-là. Ensuite, on le débouche. Donc, on fait nos 3 lignes l'une après l'autre. Et par la suite, on va aspirer dans les retours d'eau. Donc, s'il y a de l'eau qu'on avait poussée qui n'était pas totalement sortie, on va aller l'aspirer. Par la suite, on peut lui mettre un petit peu d'antigel dans ces lignes-là et mettre des bouchons pour éviter que l'eau revienne par la suite durant l'hiver. On a ici, si on explique un peu le principe de l'expansion, pour les gens qui ne le savent pas, l'eau, quand elle gèle, elle prend beaucoup plus d'espace en glace qu'en eau. Donc, ce qu'on veut, c'est soit qu'elle ait de l'endroit pour s'expandre ou soit qu'il n'y ait pas d'eau, donc pas de danger d'expansion. Puis, ce qu'on peut utiliser, c'est soit les fameux gizmos qu'on voit en haut à droite. Donc, c'est un gros, genre de grosse bouteille de liqueur vide, si on peut dire, mais qui est fait pour pouvoir se faire écraser, qu'on va visser dans une écumoire de piscine hors terre ou de piscine creusée. Ou sinon, on a les fameux boudins qu'on voit juste en dessous aussi, qui est un tige d'étaphone qui est facile à écraser. Donc, encore là, s'il y a un petit peu d'eau, l'eau va écraser la tige d'étaphone à 2 $. Ça nous fait un petit peu moins mal au cœur qu'une ligne de piscine à changer de ce côté-ci. Donc, dans le cas d'une hors terre, on va rentrer le boudin d'étaphone à peu près 4-5 pieds au travers, donc pour venir couvrir le bas de l'écumoire, la valve 3 voies, justement, une partie du drain de fond. Et dans le cas d'une creusée, on va rentrer encore là un 3-4 pieds là, pour s'assurer qu'on ait un peu d'expansion qu'on peut se prendre. Ça, c'est si on n'a pas utilisé le gizmo, donc c'est un ou c'est l'autre de ce côté-ci. Toujours consulter votre détaillant qui a soit une des 2 principes ou les 2 à la limite qui pourra vous rediriger vers le plus simple pour votre piscine à vous. Donc, un coup qu'on a fini de sécuriser tout ce qui est ligne d'écumoire et compagnie, on peut penser à retirer les échelles. Dans le cas d'une piscine hors terre, évidemment, tout ce qui est échelle, marche ou quoi que ce soit, on enlève ça. C'est facile à faire généralement, on les dévisse. Dans le cas des piscines creusées, on va retirer un peu les garde-corps qu'on voit sur la photo. On va enlever les échelles aussi, donc on évite quelque chose qu'un bloc de glace peut se prendre dedans et partir avec.
Donc, toujours sécuriser la piscine le plus possible. Les marches de piscine creusée, évidemment, les grandes marches moulées là, de 6, 8, 10 pieds, on laisse ça là. On ne touche pas à ça. Il n'y a pas de problème de ce côté-ci, mais tout ce qui traîne, on les enlève. Un coup qu'on a fait ça, on va boucher les retours d'eau. Là, on parle surtout de la piscine creusée, piscine hors terre, où on peut soit mettre un petit bouchon, un modèle qui va rentrer dans le trou et qui ne dépassera pas encore une fois, ou faire comme je fais toujours, simplement mettre un petit bout de boudin dans le trou du retour d'eau, laisser la valve, comme je disais tantôt, ouverte et l'eau va s'égoutter tranquillement à l'extérieur, donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Dans le cas de la creusée, c'est important vu que, comme je disais, c'est des lignes qui sont sous la terre, mais au niveau du sol, ça peut facilement geler. Donc, un coup qu'on les a tous bien soufflés, aspirés qu'on a fait tantôt, on les bouche pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui vienne retourner dans nos lignes et défaire le travail qu'on a fait. L'équipement maintenant, j'entends souvent la question, la pompe, le filtreur, le chauffe-eau, je rentre ça à la maison, je rentre ça dans le cabanon. La pompe, évidemment, on va la rentrer, on ne la laissera pas à l'extérieur. Par contre, ce qui est au niveau du filtre, si vous êtes capable de le rentrer à la maison dans vos bras, ça veut dire que vous êtes vraiment plus fort que moi parce qu'il va peser entre 300 à 700 livres, dépendamment des modèles, et il n'y a aucun intérêt à le faire. Le filtre au sable, on va laisser ça à l'extérieur, on l'a nettoyé comme on a fait tantôt. Par contre, bien important, 3 opérations à faire sur le filtre. On va retirer le petit cadran à pression, on va retirer la petite bouteille de verre et on va retirer le bouchon de drainage en dessous. Donc, c'est les 3 pièces qui sont petites, qui se mettent encore une fois très bien dans le panier de la pompe pour éviter de les perdre. Et on va mettre la manette à la position Winterize, Vernement, dépendamment là, du modèle que vous avez. Au niveau de la pompe, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir justement sur la prochaine photo. Idéalement, on la débranche, on la vide, on la tourne sur le côté, puis on fait sortir l'eau le plus possible. Souvent, vous avez des petits bouchons de drainage aussi pour vous aider. On voit de l'antigel tantôt. Je pense que tu m'as parlé d'antigel justement qu'on peut mettre dans les équipements. Une des choses qui est importante à faire si on veut la prévenir, si on veut prévenir justement les scies, les compagnies de la pompe qui sèchent, c'est de mettre un peu d'antigel à l'intérieur. Votre pompe est un arbre au complet avec des pièces qui sont rotatives. Donc, si on met de l'antigel, surtout si on met un antigel qui est à base de lubrifiant, on ne parle pas d'antigel à véhicule, évidemment, loin de là. Ça va aller à l'intérieur, ça va lubrifier vos gasquettes, ça va lubrifier vos pièces. Donc, ça va les protéger, un, contre le gel durant l'hiver et deux, contre l'assèchement. Donc, on peut mettre l'équivalent d'environ un quart de gallon d'antigel, tout simplement dans la pompe. Et ensuite, on la remise dans le cabanon. Hey, j'ai une surprise pour toi. Surprise, j'aime ça, moi, les surprises. On a fait un test récemment à la boutique parce qu'on se fait souvent demander, ben voyons, tu sais, un gallon d'antigel, 3-4 piastres, 5-6 piastres à la quincaillerie. Et pourtant, tu as un dessin de piscine dessus. Mais nous, on va vendre aussi de l'antigel qui est parfois environ le double. Et là, on se demandait, bon, c'est juste une question d'étiquette? Y a-t-il du marketing là-dedans? On avait quand même des doutes que la formule était différente. On ne s'amuse pas à vendre un produit plus cher pour le fun. Régent, je vais te montrer 2 verres. Si on regarde dans ma main, dans celle-là, c'est l'antigel, un beau bloc de glace. C'est l'antigel de quincaillerie, ça. Juste à l'œil, je peux le savoir quand tu l'as levé. Et ici, je n'ai pas été trop cochon. J'ai mis moins de la moitié d'eau et tout le reste d'antigel. Et c'est glacé à la grandeur. Parce que c'est niaiseux, mais de l'antigel que vous achetez en quincaillerie, ce n'est pas fait pour être mélangé avec l'eau. C'est marqué non, sinon ça gèle. Ce qui garantit, c'est que si vous gardez votre gallon d'antigel pur, il ne gèlera pas. Et ici, je te laisse deviner au fond que c'est de l'antigel pour piscine. On a fait la même chose, la même quantité d'eau et le reste d'antigel, et c'est bien liquide. Faut faire attention, il ne faut pas le boire, ça a l'air alléchant, mais... Il y a plusieurs qualités, en effet, et composantes pour faire de l'antigel. Les gens pensent que de l'antigel, c'est toute la même affaire. Il y a plusieurs types là, qui me viennent en tête. Il y en a qui sont à base de propylène glycol, il y en a qui sont à base de calcium, il y en a qui sont à base d'un paquet de choses. Vous avez de l'antigel de quincaillerie qui est plus adapté, mettons, pour les VR. Vous avez de l'antigel à spa et de l'antigel à piscine, qui sont 3 antigels de formulation totalement différentes. On l'a testé, là. Et vous voyez le bloc de glace versus le beau petit verre de jus pas vivant. Le filtre, j'en ai parlé un peu brièvement tantôt. Donc, on voit, on retire le bouchon de drainage. La chose la plus importante, justement, c'est de retirer le bouchon de drainage et de le laisser retirer. J'ai vu des gens qui le retiraient, qui disaient, bon, l'eau a arrêté de couler, remets le bouchon. Il restait de l'eau dedans, ça gèle, casse l'araignée durant l'hiver. Ça vient de coûter 200 parce qu'il n'y a pas juste laissé le bouchon enlevé. Donc, on ne fait pas ça, s'il vous plaît. On le laisse retirer. On retire le manomètre, c'est le cadran à pression que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on voit sur la photo.
Et pour la bouteille de verre, là, pour ceux qui ont un voyant, quand on fait un backwash, on retire ça aussi. Donc, on s'assure que notre filtre est prêt pour le printemps et en bon état. D'ailleurs, le manomètre, comment on fait pour voir quand on l'entrepose pour rien, il est-tu encore bon? Tu à changer pour l'année prochaine? Comment qu'on voit ça? Ben, d'un, s'il est entreposé et qu'il n'affiche pas zéro, il est plus bon. Il n'y a pas de pression dans votre garage de ce côté-ci. Donc, ça, c'est une des choses. Si on voit qu'il est craqué, pas bon signe non plus. Mais généralement, c'est les deux indicateurs. Donc, est-ce que quand tout est arrêté, ça l'indique zéro? Si la réponse est oui, c'est bon. Par contre, quand on part la pompe, est-ce qu'il indique autre chose que zéro? Parce qu'il l'indique encore quand ça fonctionne. Ça non plus, c'est pas bon signe. Donc, on se fie un peu aux lectures d'un manomètre. Souvent, ça va durer 2, 3 de durée de vie en moyenne d'un manomètre. Malheureusement, c'est la norme là, dans la plupart des manomètres. C'est environ votre pièce de piscine qui dure le moins longtemps. Ça, puis le tuyau de backwash. Chauffe-eau, je ne veux pas embarquer dans des détails techniques parce que les chauffe-eau propane, il y a beaucoup de pièces différentes selon les marques. Je ne les connais pas tous. Je ne veux pas vous faire briser votre chauffe-eau. Le meilleur conseil que je peux vous donner, lisez le manuel. Chaque manuel d'emploi de chauffe-eau propane a la marche à suivre pour l'hivernement. Et vous pouvez aussi demander à votre vendeur de chauffe-eau qui devrait les connaître lui aussi de ce côté-ci. Mais surtout les propanes, c'est ceux qui ont le plus de particularités dessus. Fait que justement, Régent, tu marques un bon point. On fait vraiment une vidéo pour vous aider, pour vous aligner vers la meilleure solution possible, la plus simple possible pour fermer votre piscine. Mais en aucun temps, on va remplacer le manuel d'utilisateur. Donc, pour tous vos équipements, que ce soit la pompe, le chauffe-eau, surtout, qui est la pièce la plus coûteuse de votre piscine, fiez-vous vraiment à votre manuel. On vous donne les grandes lignes, mais le reste, ça ne remplacerait jamais un manuel du propriétaire. Au niveau des chauffe-eau, thermopompes, généralement, ça va simplement être de souffler les lignes. Donc, un peu le même principe qu'avec les retours d'eau. On prend le shop-vac, on souffle d'un côté, on vide la serpentine le plus possible. Après ça, on aspire de l'autre le plus possible. Vérifiez dans le manuel, il y en a qui vont vous dire mettez de l'antigel, il y en a qui vont vous dire mettez pas d'antigel, donc faites ce qu'il vous dit. Et par la suite, on va boucher les entrées simplement parce que c'est un bel abri pour les rongeurs en hiver, mais on ne veut pas qu'ils se fassent des familles dans notre chauffe-eau. Donc, généralement, ce que j'utilise, moi, c'est un bouchon poire, donc un bouchon noir, que quand on visse, c'est grossi. On met ça là, on visse là. C'est des bouchons qui sont bons pour 10-15 ans et on ne se casse pas la tête avec ça. Ou une paire de bas? Une paire de bas aussi, ça peut faire le travail. C'est juste qu'il ne faut plus que tu aimes tes bas parce que tu risques de ne pas les remettre au printemps. Des vieux bas. Exactement. Chlorinateur, brominateur pour votre sécurité. La chose la plus importante, c'est de ne pas le nettoyer avec des produits. Deux choses à faire, en fait, trois choses à faire lorsqu'on hiverne ça. Un, on enlève le chlore qui est à l'intérieur autant que possible. Idéalement, arrangez-vous pour qu'il ait fondu avant de fermer la piscine. C'est plus simple comme ça. Sinon, mettez-vous des gants. Ça reste un produit actif qui est en train de fondre, donc les peaux fragiles pourraient ne pas aimer. S'il y a de quoi, on enlève les gants, on met ça dans un sac, on sécurise de ce côté-ci et on rince à l'eau. À l'eau et à l'eau. J'ai étudié à l'eau, c'est le bout le plus important. C'est ça qui est fou, hein? Pas de produits nettoyants, pas d'antigel, on ne met pas ça dedans. Comment c'est qu'il y a autant de précautions autour des chlorinateurs? C'est une bébelle fermée, tout petite, avec des produits chimiques dedans qui s'imprègnent, qui ont une concentration extrêmement élevée. Donc, si on vaporise un produit qui n'était pas compatible puis que ça décide de soit faire fondre le chlorinateur ou pire de splasher, de vous brûler, d'exploser, c'est toutes des choses qu'on ne veut pas. Donc, juste de l'eau, ça fait le travail. Inquiétez-vous pas pour les bactéries. Là, il y avait du chlore à 100 ppm dans votre chlorinateur, il est désinfecté. Fait que, simplement de l'eau de ce côté-ci. Et si c'est un chlorateur au sel, ben, on fait comme on a parlé tantôt, on va le nettoyer avec le nettoyeur à cellules pour qu'il soit propre au printemps. Brominateur, donc c'est un peu ce qu'on disait là, de faire sécher les pastilles s'il y a quoi que ce soit, donc elle est sécuritairement. L'écumoire maintenant, si on a un écumoire de piscine creusé, donc il y a deux possibilités. Soit votre drain de fond est relié directement dans votre écumoire, ou si c'est une piscine un peu plus récente, le drain de fond s'en va directement à la pompe. Dans les deux cas, l'important, ça va être de souffler les lignes le plus possible, mais on ne réussira pas à vider la ligne du drain de fond, c'est relié au drain de fond, parce que ça impliquerait qu'il n'y ait plus d'eau dans la piscine. On s'entend que ça va revenir. Donc, dans le cas de la ligne du drain de fond, un coup qu'on a soufflé ce qui est en surface, on peut venir mettre de l'antigel, on peut venir mettre un boudin par la suite. La ligne de l'écumoire, là, on peut souffler directement à partir de la pompe vers l'écumoire, donc sortir le plus d'eau possible. Après ça, aller aspirer l'eau dans l'écumoire, donc elle soit sûre qu'elle est vide. On met de l'antigel dedans, un bon gallon ou deux, dépendamment de la distance de votre filtration à l'écumoire.
Je dis toujours, j'aime mieux mettre un gallon de plus d'écumeur que de casser d'antigel que de casser du béton. Et par la suite, on va mettre soit le gizmo, soit le boudin. Donc, on va venir sécuriser ça. Pour ceux qui vont mettre un bouchon ou quelque chose ou un gizmo qui va rendre l'écumeur étanche, vous pouvez aussi remettre un peu d'antigel après dans l'écumeur pour s'assurer que le fond ne craque pas. Donc, on vide, on sécurise au niveau de l'écumeur. Pour ce qui est d'une piscine hors terre, deux façons de faire. La première, c'est celle qu'on voit sur la photo. Donc, on va prendre le tuyau qui s'en va vers la pompe, on va le fixer sur la piscine, sur le dessus, plus haut. Donc, de cette façon-là, l'eau ne pourra pas s'écouler ou quoi que ce soit. Par contre, assurez-vous que si vous le fixez d'une façon ultra solide. Parce que si votre tuyau tombe à terre, l'eau va sortir par là et là, on va avoir des bris. Parce que ce qui va se passer, c'est que si l'eau peut se mettre à sortir directement au printemps, l'eau va dégeler. Ça va descendre, le bloc de glace, le niveau d'eau va baisser, donc le bloc de glace va descendre rapidement dans votre piscine, va accrocher les murs, la toile et va détruire la piscine. C'est une des causes de mort de piscine les plus fréquentes dans la rubrique nécrologique de piscine du Québec. Donc, à faire attention un petit peu de ce côté-ci. Sinon, l'autre façon, vous fermez la valve 3 voies, vous la mettez généralement, si vous avez celle qui est à l'écran, la position 2. Donc, on ferme l'accès d'eau à la pompe de la même façon que quand vous voulez nettoyer vos paniers d'écumeurs et que vous ne voulez pas prendre une douche en le faisant. Donc, on va bloquer ça ici. On va prendre un boudin qu'on va passer au travers de l'écumoire vers le bas dans le drain de fond. On va mettre notre antigel et on va mettre nos foams de protection par la suite. Je recommande les foams ou le gizmo dans l'écumoire, que ce soit hors terre, que ce soit creusé, s'assurer de mettre un ou l'autre de ce côté-ci. Donc, pour résumer, ce qu'on voit sur la photo, c'est pas mal l'ancienne méthode, mais si ça ne vous tente pas de claimer une piscine aux 2 ans, vous pouvez faire l'inverse. Vous gardez vos tuyaux connectés, mais la valve de 3 voies va pointer dans l'autre direction, vers votre équipement, là, la pompe, filtre au sable et tout ça. Exact. Sur la photo, là, c'est vraiment la position qui est l'inverse de ce qu'on veut quand on laisse les boyaux connectés. Et si vous voulez être sûr de mettre assez d'antigel, un des trucs qui est facile, là, quand vous le mettez dans l'écumoire, vous voyez justement, à un moment donné, l'antigel sort du drain de fond. Il est coloré, l'antigel. Vous allez le voir quand ça commence à sortir. C'est ça? Exactement. L'antigel, au fond, c'est le principe des vases communicants. Donc, l'antigel ne peut pas aller plus haut dans le tuyau que l'eau qu'il y a dans la piscine. Donc, quand ça veut monter, ça ressort dans la piscine et vous allez le voir. Donc, à partir de ce moment-là, on arrête. Généralement, je dis toujours 21 pieds et moins dans le cas de l'hors-terre, 1 gallon bien assez, 24 et plus. Des fois, on s'en va à 2 gallons. Donc, c'est d'y aller un peu à l'œil de ce côté-ci. Donc, si on y va avec 2 gallons, plus un quart de gallon dans la pompe, 2 à 3 gallons maximum, là, vous êtes correct pour une piscine hors terre. Oui, exact. On fait pas mal le tour de notre équipement. Le boudin, justement, qu'on parlait, le fameux boudin, là, simplement, j'en ai parlé, donc je ne m'éterniserai pas sur cette photo-ci. Et retirer l'eau, encore là. Donc, simplement un résumé là, de ce qu'on a jasé dans les... on a pris de l'avance, en fait, quand on a fait ça. Ajouter de l'antigel, donc encore une fois, on est en avance. Et un coup qu'on a fait tout ça, donc, on a sécurisé notre pompe, notre filtreur, notre chauffe-eau, notre écumoire, notre drain de fond, tout est fait. Est-ce qu'il y en a qui ont des arbres chez eux, par chez vous, j'entends des fois? Vous avez ça, des arbres à cette île, hein? Ah oui, on a ça aussi. Ça fait des feuilles, donc on va installer généralement une couverture hivernale. Les couvertures hivernales, c'est vraiment pas toutes les piscines qui ont ça. Donc, on se fait demander, c'est-tu essentiel? C'est quoi ça me donne de plus? C'est des questions qui reviennent souvent. Ça a beaucoup d'avantages, en fait. Le premier, c'est les feuilles, évidemment. Les feuilles, un coup qu'on les a enlevées, qu'on a nettoyé notre piscine, si on a beaucoup de feuilles qui sont pour tomber, on la met dessus à l'automne. Et si on prend une couverture comme ceux de Toile Soleil, qui sont des couvertures québécoises qui sont faites 3 saisons avec le système d'élastique, on a une protection pour les 3 saisons. Et je vais vous expliquer un petit peu les multiples avantages de ça. Outre les feuilles qu'on n'aura pas à ramasser à l'intérieur, il y a la toile qu'on protège. Je fais toujours la comparaison, un être humain qui va à la pêche sur glace en hiver, ça bronze parce que le soleil plombe en hiver, réfléchit sur l'eau, sur la glace. Une piscine, ben, ça ne bronze pas. Une toile, ça sèche. Ça décolore. Protéger la toile, allonger la durée de vie de la toile, allonger la beauté de la toile aussi. Ça va protéger d'un peu tout ça. Ça va aussi protéger, si vous avez des enfants, des souffleurs ou n'importe quoi, des mottes de neige. Parce qu'une motte de neige qui revole d'un souffleur ou d'un enfant, si ça tombe dans la neige, ça ne fait rien. Si ça tombe dans la piscine, c'est comme une roche sur une pare-brise. Ça pète. Donc, la toile est très, très, très fragile en hiver. Il faut penser, le vinyle est froid. Donc, le moindre impact peut la déchirer, peut la briser, peut créer des bris plus que ça. Les animaux aussi, si jamais vous avez des animaux qui tombent dans votre piscine et que vous avez une couverture hivernale, l'animal va monter, va tomber sur la couverture puis va simplement sortir de l'autre côté. Vous ne l'aurez jamais vu.
Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va tomber dans la piscine. Vous avez deux choix. Soit l'animal est mort et ou il va graffiner la toile parce qu'il va mettre ses petites griffes dans la toile, il va ressortir, mais au printemps, vous allez dire, c'est bizarre, j'ai comme une marque de trou dans ma toile. Donc, il y a un paquet d'avantages d'utiliser la couverture hivernale, pas juste pour les feuilles, contrairement à la croyance populaire. Et on a ici Toile Soleil, qui est un fabricant québécois qui nous a fait une vidéo sur comment installer justement facilement une toile d'hiver. Donc, on va la regarder. Donc, ça, c'est quand c'est installé avec un système d'élastique que je préconise énormément parce que si vous essayez d'installer une toile d'hiver sans élastique, probablement que les 3, 4, 5, 6 premières fois, vous allez l'échapper dans la piscine, vous n'allez pas être de bonne humeur, vous allez faire descendre des seins du ciel. Et à un moment donné, vous allez finir par l'installer. Puis quand vous allez l'enlever au printemps, vous allez la rééchapper dans la piscine, puis les feuilles qui étaient dessus vont tomber dans la piscine. Donc, ça ne va pas marcher. Avec le système d'élastique, c'est super simple. Ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on passe un câble avec un tendeur sur le tour de la piscine. Et ensuite, vous allez voir, on va faire un genre de système de toile d'araignée à partir de ce câble-là. Bon, ben, merci beaucoup de vous être rendu jusqu'ici. On n'a pas complètement terminé, mais on adore vraiment la formule vidéo parce que, imaginez-vous, là, on est en 2019, hein, ça fait tellement longtemps. On fait un atelier en magasin, vous en êtes rendu à votre deuxième café, votre troisième muffin, vous n'êtes plus capable de rester assis, vous êtes tanné, mais vous n'avez pas le choix, c'est pas encore fini. Ben non, là, vous êtes chez vous, vous pouvez mettre ça sur pause n'importe quand, vous allez fêter le petit minou, vous allez jouer dehors, vous en revenez quand ça vous tente. Fait que bref, c'est vraiment une formule conviviale. Si vous aimez ça aussi, n'hésitez pas à un petit pouce bleu. Ça nous montre qu'il y a de l'intérêt vers la formule parce qu'on va de plus en plus étoffer l'offre. On va de plus en plus faire des petites vidéos. Là, c'est vraiment des cours 101, on vous montre tout. Mais après ça, on va traiter des petits problèmes, faire des petites capsules de 2 à 5 minutes. Donc, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça nous montre qu'il y a un intérêt vers ça. Fait que, Régent, je vais te laisser continuer. Merci. En effet, la magie des Internets, vous ne le savez pas, peut-être que nous autres aussi, ça fait 6 pauses qu'on fait dans ce cours-là, chose que je n'aurais pas pu faire en magasin. Donc, l'accès, ça va bien. On a presque fini. On va attaquer le dernier droit. Dernier droit qui s'appelle justement les trousses d'hivernisation. On en a un petit peu parlé tout à l'heure au niveau de l'alchide, au niveau des chocs. La trousse d'hiver, en fait, c'est simplement pour vous enlever du travail au printemps. C'est un petit peu ce que j'expliquais au début. On a un exemple ici, la trousse 40 000 litres d'eau et moins qu'on utilise. Ça va être un traitement à choc qui est facile à dissoudre avec un algicide. Donc, on va mettre le choc, on va attendre un peu, on va mettre l'algicide. À la limite, si on a déjà vidé notre piscine, on va brasser un peu l'eau avec le balai pour faire bouger ça. Et le tour va être joué. Donc, le but de la trousse, c'est vraiment de prolonger ce qu'on a préparé afin d'avoir une piscine qui s'ouvre claire au printemps. Dans le cas d'une piscine au sel, un peu le même principe. On va utiliser un choc qui est fait pour les piscines au sel. On va utiliser le primer qui est là pour protéger justement contre les taches. On parlait tout à l'heure qu'une piscine au sel, c'est un environnement qui est un peu plus entartrant du fait, qu'il y a des sels à l'intérieur, qu'il y a plus de matière dans l'eau. Donc, on va utiliser des produits qui sont différents de ce côté-ci. Et chaque magasin que vous allez visiter de piscine ont des produits qui sont un peu différents. Donc, vous allez souvent faire poser la question quelle grosseur au sel au chlore et à partir de là, ils vont pouvoir vous conseiller les bons produits.
Donc, ça fait pas mal le tour pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre écoute à toutes les fois qu'on se fait des vidéos comme ça. Ça a été bien plaisant et merci, Jonathan, encore une fois, de m'avoir fait participer à ça. Gros merci à toi aussi, Régent. C'est toujours un plaisir. Tu sais, au fond, si vous n'avez pas tout retenu, vous avez un doute, ben, n'hésitez pas, la vidéo est vraiment là. Ça a été écrit pour vous. Ça reste disponible sur notre chaîne. Si vous avez des questions aussi, si vous avez une colle à nous poser, écrivez-nous à info@laboutiquesmb.com. Si vous avez une grosse colle, ben, rendu là, on appelle Régent puis on vous en revient une fois qu'on a parlé à Régent. Régent, un gros merci. C'est toujours plaisant de parler avec quelqu'un qu'on voit qui connaît son affaire, qui est un pro là-dedans, mais aussi qui adore son domaine. C'est important là-dedans. Je vous souhaite une bonne hiver. On se revoit au printemps. Yes. Salut tout le monde.